toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans Histoire de femmes, un podcast produit par RBK Media, Résilience, Balance, Knowledge, un média libre et indépendant. Histoire de femmes regorge de récits pour nous inspirer et nous sensibiliser. Ce mois-ci, on axe tout sur Octobre Rose. Cette campagne qui est justement créée pour sensibiliser, informer et permettre aux femmes victimes de cancer du sein de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, je reçois une battante, une championne que j'aime beaucoup, Laetitia. Bonjour. Bonjour. When we're in the dark and we're all alone, oh darling, I can share my love with you. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors toi, ta vie donc, a basculé à 32 ans. Tu as appris que tu avais malheureusement un cancer du sein et on va justement voir comment on se relève, comment on continue à avancer, à aimer, à vivre. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qui étais-tu avant ce diagnostic? Raconte-nous un petit peu ta vie. Donc je m'appelle Laetitia, j'habite à Marseille, je suis maman de 2 petits garçons qui ont 2 ans et 5 ans aujourd'hui. Et avant le diagnostic de mon cancer, je travaillais à mon compte, j'étais auto-entrepreneur avec des missions dans la communication, la formation et l'événementiel. Et on a une petite nouveauté pour ce mois-ci, c'est 90 questions qui rapprochent. Donc ça a été créé par une marque qui s'appelle Complice. Et donc là, tu nous as un peu expliqué qui tu étais, oui. Mais on va aller un peu plus en profondeur parce que tu vas nous tirer une carte. Donc sur toi, attends, je mélange un petit peu avant. Tac. Comment as-tu vécu ton enfance ? Très bien. J'ai eu une enfance très très heureuse entre Paris et Marseille. Et avec de la chance d'avoir une famille fantastique, très présente, des amis à Paris, à Marseille aussi fantastiques que j'ai gardés aujourd'hui. Donc, très belle enfance. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le moment précis où tout a basculé, ce que tu as ressenti dans ton corps, dans ta tête? Est-ce que tu avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Enfin, raconte-nous. Oui, alors en fait, en juin 2024, j'étais pas à Marseille, j'habitais en Guyane à l'époque et j'ai senti une petite boule dans mon sein. Et tout de suite, je me suis dit, par acquis de conscience, il faut aller la faire vérifier. Je savais que je revenais à Marseille quelques semaines plus tard, donc j'ai appelé ma gynécologue et je lui ai demandé rendez-vous. Mais pour être honnête, j'étais pas du tout angoissée à ce moment-là. Parce que j'ai aucun antécédent dans ma famille, j'avais 32 ans, bonne santé, une hygiène de vie convenable, enfin bon, tout qui allait bien. Donc je reviens à Marseille, je vais à mon rendez-vous et à la palpation, tout de suite la gynéco me dit, je vois que son humeur change quoi, elle devient beaucoup plus grave et tout de suite elle me dit je veux que tu ailles faire une échographie, une mammographie aujourd'hui. Donc elle me fait une ordonnance urgent, échographie, mammographie. Elle m'oriente vers un centre de scénologie à Marseille qui est rue Jean-Mermoz. Et elle me dit va aller voir maintenant, tu sors du rendez-vous, tu vas aller voir directement. Ce que je fais, et j'arrive à avoir un rendez-vous pour le jour même, ce qui tombait hyper mal, enfin bon, comme toujours. Mais j'arrive à avoir un rendez-vous pour le jour même. J'y vais avec ma maman qui tient à m'accompagner, moi qui lui dis non, ça sert à rien, c'est qu'un examen médical, ça sert à rien que tu viennes. Et je commence par la mammographie. À la mammographie, la technicienne qui s'occupe de la mammographie me regarde mon dossier et me dit bon, vous êtes hyper jeune, je pense que ça sert à rien que vous fassiez la mammo, allez à l'échographie. Je vais à l'échographie et là, la radiologue qui s'occupe de l'échographie me pose la sonde sur la poitrine. Instantanément, elle me dit « on va à la mammo ». Moi, à ce moment-là, je suis... Tu ressens quoi à ce moment-là? Tu te poses quand même des questions? Je me pose des questions, mais c'est comme si je mettais une cloche dessus et j'y crois pas. Enfin, j'ai plutôt l'éternel optimiste en moi qui se dit « mais non,
tout va bien, tout va bien. Mais quand même, je commence à trouver tout ça un peu bizarre. Je retourne à la mammo, on me fait les clichés et la dame qui s'occupait de faire la mammo me parle de micro-calcification. Sauf que moi, j'ai 32 ans, je sais pas ce que c'est. Comme je te dis, j'ai aucun antécédent dans ma famille, donc je capte rien, clairement. Je suis toujours un peu dans mon monde de bisounours, c'est-à-dire ah ok, microcalcification, super, presque je lui fais des blagues. Enfin, c'est un peu irréel. Elle fait plusieurs clichés, elle part montrer les clichés, elle revient, elle refait des clichés. C'est long. Puis elle me ramène à l'échographie, on refait l'échographie. Avant l'échographie, le radiologue me montre les clichés et me dit voilà, vous avez des microcalcifications. Voilà, je sens qu'elle emploie, qu'à son attitude, c'est sérieux, mais comme je te dis, là, je suis un peu déconnectée, je pense. En fait, je pense que je veux pas voir ce qui arrive. Et donc moi, j'ai toujours le sourire, je dis ah d'accord, comme si elle me disait vous avez un poil incarné. Enfin, ouais, vraiment sans mesurer l'importance de ce qu'elle me raconte. Et en me refaisant une dernière échographie, là, elle me dit Laetitia, j'ai appelé, pendant que vous étiez en train de faire la mammographie, j'ai appelé l'IPC et vous allez être orientée à l'IPC. Et donc là, je comprends tout de suite parce que, en tant que bonne Marseillaise, je sais ce que c'est que l'IPC. Et donc l'Institut Paoli-Calmettes, l'hôpital où on soigne le cancer, enfin l'un des hôpitaux où on soigne le cancer, à Marseille. Et donc là, tout de suite, je lui dis donc en fait, vous m'annoncez une mauvaise nouvelle. Et elle me dit oui, j'ai aucun doute, c'est une très mauvaise nouvelle, mais vous allez être parfaitement bien suivie. Et là, c'est un raz-de-marée, quoi. Enfin, ma première pensée, c'est les enfants. C'est je peux pas mourir avec un petit garçon qui a 1 an et demi et un autre qui a 4 ans. Et donc ouais, c'est le raz-de-marée là. Donc là à ce moment-là, tu penses à tes enfants, tu t'effondres et tu t'es effondrée. Ah ouais, je me suis mise à pleurer instantanément. Ouais. Et là, du coup, tu as été orientée donc, à l'IPC. Comment s'est passée ta prise en charge, du coup ? Bon, j'imagine que vous n'avez pas toutes les mêmes, selon le cancer, ce n'est pas les mêmes prises en charge, mais toi, en tout cas. Oui, complètement. Effectivement, chaque cancer a une carte d'identité et selon son identité, on va le soigner de telle ou telle manière. Moi, dans mon cas, donc j'ai tout de suite été très bien pris en charge. J'ai eu une tonne de rendez-vous médicaux, de biopsies, de contrôles, de tout ça pour déterminer exactement quel type de cancer j'avais. Et pour la suite du traitement, la première étape pour moi, ça a été une opération, donc une mastectomie. On m'a retiré entièrement le sein malade. Ensuite... Mais ça, comment tu l'as vécu ? Parce qu'en tant que femme, se faire... Bon, je sais que c'est pour se faire soigner. Mais quand même, en tant que femme, tu vois. Ouais, je comprends. En fait, avant l'opération, en gros, on m'a détecté mon cancer début juillet. J'ai été opérée le 19 août. Donc, j'ai eu à peu près tout l'été. Tout l'été, j'étais dans une machine à laver très, très angoissée, très stressée. Évidemment, je pensais à tout l'impact sur le corps et l'image, l'opération, la perte des cheveux, etc. Tout ça, ça m'a beaucoup affectée avant de commencer les traitements, évidemment. Et quelque part, une fois qu'on a commencé les traitements, une fois que je suis arrivée à l'opération, c'était plus un sujet. C'était réglé. Après, aujourd'hui, avec le recul, 1 an plus tard, je regarde mon corps avec un peu de nostalgie parfois. Ou je regarde des photos d'avant avec un peu de nostalgie en me disant « Oh, c'était bien quand t'es belle quand même. » Ouais, t'es un amour, mais c'est vrai que oui, cette question de l'image, elle existe. Enfin, elle existe et c'est une réflexion de tous les jours. Enfin, pas de tous les jours, mais c'est une réflexion en tout cas. Après l'opération, j'ai eu la chimiothérapie pendant 5 mois. Donc de septembre à février.
il y a eu 4 chimios à raison de tous les 15 jours et après 12 toutes les semaines. Avec des petites pauses de temps en temps parce que C'est très lourd la chimio. Oui, et entre chaque chimio, tu fais des prises de sang pour vérifier tes plaquettes, tes globules blancs. Et quand tu as un taux de globules blancs trop faible, tu dois retarder la prochaine chimio. Et moi, c'est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai eu plusieurs décalages. Mais tout ça nous amène à mi-février. Et ensuite, j'enchaîne un mois plus tard avec la radiothérapie. 25 séances de radiothérapie. La radiothérapie, c'est j'ai des rayons que tu fais tous les jours, sauf le week-end. Donc finalement, 25 séances, c'est passé assez vite. Et après tout ça, dans mon cas, j'ai de l'hormonothérapie, qui est un cachet à prendre tous les jours pendant des années, pendant 5 à 10 ans. Moi, ils m'ont parlé de 7 ans. Et aussi des piqûres que je fais tous les mois pour me mettre en ménopause artificielle. Et donc, comment on explique la maladie à des enfants si petits, parce que tu es maman de petits-enfants? Comment on explique ça? Et comment on continue justement à être leur pilier, quoi? Nous, on n'a pas voulu, on leur a dit, on n'a pas voulu leur cacher. Et on leur a expliqué les choses avec des mots d'enfants. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils en ont compris, surtout celui qui, à l'époque, avait 1 an et demi. Mais on leur a dit que... en fait, je leur ai expliqué que dans notre corps, il y a des cellules, que c'est comme des petits vaisseaux spatiaux qui permettent au corps de fonctionner correctement. Et je leur ai expliqué que dans le corps de maman, il y avait des petits vaisseaux qui étaient devenus complètement zinzin, qui avaient créé une boule méchante dans ma poitrine, et que cette boule méchante, il allait falloir la soigner. Et après, au fur et à mesure, à l'opération, on leur a dit que un médecin allait essayer d'enlever cette boule, donc il allait faire un tout petit trou dans la poitrine de maman pour enlever la boule. À la chimio, on leur a dit que maman elle allait prendre un super médicament très très fort qui avait pour but d'être sûre que la boule elle reviendrait pas. Et pour prendre ce médicament, il fallait aller, que je le prenais à l'hôpital, ce médicament. La radiothérapie, on leur a expliqué que c'était des super rayons laser, pareil, qui avaient pour but de faire en sorte que la maladie ne revienne jamais. Et aujourd'hui, ils me voient prendre mon petit cachet tous les jours. Et voilà, c'est un médicament pour être sûr de ne plus être malade. Et comment ils ont réagi quand ton corps a changé? C'est difficile à dire. Je pense qu'ils ont senti, sans pouvoir de comprendre peut-être, mais ils ont senti que c'était quelque chose qui n'était pas forcément de mon ressort et que je voulais pas, que je subissais plus qu'autre chose. Donc ils ont été très doux. Franchement, ils ont été trop mignons en vrai. Ils m'ont toujours dit t'es trop belle maman, même si de temps en temps je les entendais dire on aimait mieux quand maman avait des cheveux. Mais globalement ils ont été doux. On a essayé par exemple quand je me suis coupé les cheveux moi-même avec on l'a fait avec des amis. Donc on a essayé de rendre ça un peu joyeux, de faire une soirée perruque, de jouer un peu autour de ça, pour pas en faire un truc dramatique. Je pense que ça a aidé les enfants. Après, j'ai quand même l'impression que... oui, qu'évidemment, ils ont été touchés par tout ça. J'ai évidemment pas parlé de mes peurs, de quand j'avais des douleurs, j'évitais de trop en parler devant eux. Mais c'est sûr que ça a dû les toucher. Mon grand, je pense qu'il a développé une sorte de grande empathie. Et j'ai eu l'impression parfois, peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai eu l'impression qu'il essayait de me protéger parfois. Et donc j'ai eu des discussions avec lui où je lui ai expliqué que c'était pas son rôle de me protéger, que c'est nous, que c'est nous qui continuons à le protéger, que moi je continue à le protéger même si j'étais un peu plus fatiguée. Voilà. Parce que justement, donc tous ces traitements, c'est épuisant, c'est douloureux. Franchement, je n'ai même pas les mots pour le décrire. Mais comment t'as fait justement pour passer tout ça, tu vois?
C'est-à-dire parce que j'imagine que des fois tu devais être alité, quoi. Tu vois, et comment tu fais? Parce que quand tu es seule, c'est une chose. Mais quand tu as des enfants petits, moi qui suis maman, donc je comprends très bien, comment tu as fait? Bon, j'imagine que tu es très soutenue aussi. Oui, je suis hyper entourée. Déjà, je suis hyper entourée. Leur papa est très présent, mes amis sont très présents, ma famille, tout le monde est très présent. Donc j'ai été aidée, dans le quotidien, dans les tâches ménagères, enfin dans les tâches quotidiennes, j'ai été beaucoup aidée. Après, je faisais tout ce que je pouvais faire parce que justement, ça me faisait tenir. Et quelque part, réfléchir au repas du soir qu'on doit préparer, c'était quelque chose que je voyais très positivement à ce moment-là. Parce que ça me raccrochait à une vie normale, à m'occuper de mes enfants. Puis ça me donnait aussi un but dans ma journée. Mais après, oui, il y a eu des moments où j'étais juste trop mal et où je suis restée dans mon lit des journées ou des semaines entières à rien faire d'autre que d'attendre que ça passe en fait et me reposer. Et ces journées-là, comment je fais? Franchement, moi, ce qui m'a aidée, c'est attendre que la vague passe, laisser la vague passer et pas essayer de lutter. Parce que justement, tu dois être en lutte intérieure. Enfin, je veux dire, de te dire, je suis là, je suis jeune, je suis bloquée, il y a la vie dehors, il y a mes enfants. Enfin, tu vois, je te parle comme si je me parlais à moi. Enfin, les questions que je pourrais me poser. Mais oui, tu devais carrément. être en lutte perpétuelle. Enfin... Et en fait, oui, complètement. T'as envie de faire, en même temps, tu constates ton incapacité. C'est hyper frustrant. En même temps, tu peux rien y faire. Oui, j'ai été en lutte et ça m'a... j'ai tout ressenti, hein, de la colère, de la tristesse, de tout. Mais j'ai constaté que ça passait... ça passait mieux et peut-être plus vite quand juste j'acceptais que aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Le mieux que j'ai à faire, c'est prendre soin de moi aujourd'hui, me mettre sous un plaid avec une série, un livre, voilà ce qui est bien à l'instant T, et attendre que ça passe. Et demain sera un autre jour, ça ira mieux. Et puis tout passe. C'est un peu comme avec les enfants, tu sais, les premiers mois où tout passe. Mais du coup, tout le long, tu avais peur, j'imagine, oui. parce qu'en fait, toi, tu as un cancer, tu as eu un cancer, mais aujourd'hui, tu es en rémission et grâce à Dieu, ça va et tout va bien. Mais j'imagine que tout le long, tu avais peur. Mais j'ai encore peur. Tu vois, en vrai. Parce qu'en tant que maman, tu vois, je me dis. Après, j'ai pleuré. Ah non. Tu vas pleurer, je vais pleurer. Ah non, mais à chaque fois, en fait, je me dis en tant que maman, t'es trop forte. Oui, mais c'est pour eux en fait. Et tu le sais. C'est pour eux que... Depuis tout à l'heure, j'ai envie de pleurer. Mais en fait... Mais j'ai peur. Franchement, j'ai eu peur et j'ai découvert ce truc de... On sait tous qu'on va mourir un jour. Ouais. Mais quand tu touches plus proche... quand tu te rapproches plus de ta propre mortalité... Oui, non, mais et honnêtement, j'ai peur tous les jours. Et c'est tous les jours avec moi. Tous les jours, le moindre bobo, je me dis que ça repart. Et ma première pensée, c'est les enfants. Ouais. Ma première pensée, c'est un peu horrible à dire, c'est genre, s'il vous plaît, laissez-moi 10, 15 ans. Je pourrais mourir quand ils seront adultes, mais pas maintenant, en fait. Juste, et quelque part, dans mon cerveau, il y a un truc de l'ordre de l'inenvisageable. Je peux pas partir avec des bébés. Enfin, même s'ils sont... C'est plus des bébés, mais je peux pas partir avec des enfants aussi petits. Bien sûr, mais je sais plus. Quel rôle a joué ton entourage, du coup, dans cette épreuve? Quelles paroles, quels gestes, en fait, t'ont le plus porté, t'ont le plus aidé, et à contrario, ceux qui ont pu un peu pas te faire du bien forcément, mais parce qu'on peut être maladroit en fait, des fois on croit bien faire et en fait... Non, ce qui m'a le plus... honnêtement, la présence. J'ai eu des marques d'affection adorables, des petits cadeaux, des petits trucs vraiment, vraiment trop,
tellement touchants et qui restent vraiment gravés dans mon cœur. Mais ce que mes proches m'ont apporté de plus précieux, c'est leur soutien quotidien. Enfin, le fait de m'accompagner. Il y avait toujours quelqu'un pour m'accompagner à une chimio, aux rendez-vous médicaux importants, pour m'aider si mon conjoint n'était pas disponible, pour m'aider à la maison. Mon conjoint aussi qui franchement a pris tout le relais du pratico-pratique à la maison et qui a géré de A à Z. Ma famille, ce qui a été le plus précieux, c'est le fait de se sentir soutenue au quotidien, pas toute seule, quoi. Pas toute seule. Et à contrario, il y a rien eu. Je t'en avais déjà parlé. Il y a rien ne m'a blessée. Le seul conseil que je peux donner à des gens qui accompagnent maintenant, c'est quand vous avez quelqu'un en face de vous qui va pas bien, pour quelque raison que ce soit. Parfois, il faut juste écouter et dire. Parfois, on n'a pas besoin, en tant que malade, d'entendre des solutions. Tu sais, quand quelqu'un va pas bien, on a toujours envie de dire mais ça va aller, tu vas voir, on peut faire ci, on peut faire ça. En fait, parfois, on a juste besoin d'entendre je sais que t'en baves, quoi. Je sais que là, c'est dur et je comprends. Et si tu veux déverser ton sac, je suis là pour ça. Voilà. C'est le seul conseil que je peux donner maintenant. Et au niveau du personnel soignant, tout a été... Fantastique. Franchement, fantastique. J'ai pas connu autre chose que l'Institut Paoli-Calmettes, mais j'ai été accompagnée là-bas avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Ça peut paraître bête, mais au début, je me suis un peu dit un cancer du sein, y a plus grave. Et donc je me disais que j'avais un peu peur d'être traitée avec peut-être moins d'enveloppement. Et non, pas du tout, franchement. Ouais, j'ai été chouchoutée. Est-ce que cette épreuve t'a appris à aimer différemment, à t'aimer différemment? Qu'est-ce que tu n'acceptes plus aujourd'hui, que tu ne veux plus jamais, et qu'est-ce que tu ne veux plus jamais perdre de vue? En gros, quelle est ta vision de la vie aujourd'hui? Je crois pas que j'aime différemment, parce que avant ça, j'étais déjà quelqu'un qui voit le bon avant de voir le mauvais dans chaque personne, dans une situation. Donc, je chéris encore plus ça. Le fait de vraiment profondément, ça peut paraître bisounours, mais profondément d'aimer les gens, d'aimer la vie, d'aimer, d'aimer, tu vois. Donc ça, non, je garde. Pareil, je me suis pas dit, je me suis jamais dit ça, je veux plus jamais dans ma vie, parce que je me dis que si j'ai cet état d'esprit, je vois quelque chose de l'ordre de la rancune ou de la colère qui pourrait m'animer, et je veux éliminer la rancune, la colère. Il y a eu des mois où je me suis demandé pourquoi ça t'arrive, où je ruminais ça. En fait, il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. Donc, il y a rien que je veux éliminer parce que je ne veux pas me concentrer sur le négatif. Par contre, je veux me concentrer sur le positif, la lumière, tout ce qui fait du bien. Et là, mon état d'esprit, ou en gros ce que je veux vraiment voir au quotidien dans ma vie, c'est du soleil, c'est du bien-être, c'est prendre soin de mon corps, de mon esprit, et donner cet exemple aussi à mes enfants. Être une bonne personne pour... encore une fois, pour montrer cet exemple aux autres, mais vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est mes enfants, évidemment. Et m'écouter beaucoup plus. Écouter la petite voix qui me dit ce que j'ai envie ou pas de faire, ce que j'estime être juste ou pas, ce que j'estime être bien ou pas. Être plus à l'écoute. Je vais me moucher parce que... Pardon. Je me tue. Attends, je reviens.
Non, mais je te jure, Trop mignonne. mais non, mais après, elle parle, tu sais, quand t'es maman. Bon, toi, tu vas être maman, tu vois, je me dis, mais j'ai fait un testament et tout pour Eden de peur qu'il s'il m'arrive un truc, tu vois. Je comprends. Bref, on va pas replorer, on se calme. 3, 2, 1, go. Bon, alors pour moi, tu incarnes la résilience, Laetitia, mais qu'est-ce que c'est pour toi la résilience? Comment tu qualifies la résilience? Tu définis la résilience? Pour moi, c'est une capacité à s'adapter. On n'est pas heureux parce qu'il nous arrive jamais rien dans la vie, je pense. Parce que voilà, il nous arrive tous ces trucs. Et je pense que par contre, on est heureux parce qu'on développe une capacité à s'adapter à l'épreuve ou l'expérience face à laquelle on est. Donc c'est ça pour moi la résilience, c'est apprendre à slalomer entre les gouttes et peut-être avoir le bon côté des choses. Je dirais jamais que mon cancer, il y a du bon dans ce cancer, j'aurais préféré ne jamais l'avoir. Mais en tout cas, pendant ce cancer, j'ai vu des choses sympas aussi. J'ai découvert des pendant de ma personnalité que j'aime bien, que je veux travailler. Et, voilà. Si tu pouvais prendre la main d'une femme qui vient d'apprendre qu'elle est malade, que lui dirais-tu? Quels seraient tes conseils pour qu'elle passe sereinement, enfin le plus sereinement possible, ces épreuves? Bon, déjà, j'aurais une profonde empathie pour cette femme. Et je lui dirais que ça va pas être facile, mais qu'elle va y arriver. Je lui mentirai pas, voilà, sur le fait que c'est pas une promenade de santé, que l'après est difficile aussi, mais que ça va aller. Je lui dirais sans que ce soit une injonction et sans qu'elle se mette la pression, d'essayer de prendre soin d'elle pour faire en sorte que les traitements passent le mieux possible. Je te donne un exemple, prendre soin de sa peau parce que les traitements abîment la peau. Prendre soin de son alimentation parce que, par exemple, si tu adoptes plutôt une alimentation anti-inflammatoire, les effets secondaires des médicaments peuvent être moins compliqués. Mais en même temps, je lui dirais que ça ne doit pas non plus être une injonction et un stress de faire ça. Je lui dirais de bouger, de faire du sport dans la mesure de ses capacités, parce que pareil, ça permet au corps de... moi, je l'ai vu, on développe pas mal de douleurs articulaires. Après l'opération, il y a des problèmes de mobilité. Donc le sport, et principalement les sports doux, te permettent d'être mieux dans ton corps par rapport à ça. Mais pareil, en lui disant ça ne doit pas être une injonction, ça ne doit pas être une source de stress. Et après, je lui dirais de trouver tout ce qui lui fait du bien, vraiment tout ce qui lui fait du bien et d'y aller à fond et de ne pas culpabiliser. Moi, je sais que je culpabilise, je me mets beaucoup la pression, notamment sur le fait de retrouver une activité professionnelle vite. Et je pense que, et c'est ce qu'on me dit à moi, donc je le dirai à quelqu'un d'autre, c'est ne te mets pas la pression, prends soin de toi, repose-toi. Ce que ton corps vit, c'est quelque chose, donc repose-toi et écoute-toi. Et tu disais que l'après est dur aussi, pourquoi? Explique-moi. L'après est dur parce que quand tu sors des traitements, en fait pendant pratiquement 1 an, j'ai été très suivie médicalement. Et quand tu finis les traitements, donc la radiothérapie, ce suivi qui est quotidien ou quasi quotidien, il passe à tous les X semaines ou X mois. Donc tu as une perte de repères. Franchement, ça peut paraître très étrange, mais je me sentais plus en sécurité à l'hôpital que, tu vois, en étant souvent à l'hôpital que maintenant. J'ai un peu l'impression d'être lâchée dans la nature. Et puis, en tout cas pour ma part, il y a aussi certaines douleurs qui restent.
certains désagréments physiques qui restent, la fatigue, les douleurs articulaires, des trucs comme ça où tu as envie de te reposer, en même temps tu as envie de vivre, donc tu es un peu à deux vitesses. Et puis il y a pour ma part une injonction que je me mets de reprendre une vie normale. Alors qu'en fait, honnêtement, je sais pas si j'en suis capable à l'instant T. J'ai eu encore beaucoup d'effets secondaires de l'hormonothérapie jusqu'à là, il y a quelques semaines, quelques jours. C'est quoi les effets secondaires? Dans mon cas, beaucoup de fatigue, de l'hypotension, donc des baisses de tension, des petits des étourdissements, un changement du rythme cardiaque, donc pareil, ça va avec les étourdissements. J'ai eu des vertiges, des nausées, je ne sais plus si je l'ai dit, mais des problèmes articulaires. Oui, grosso modo, des problèmes de vision. J'ai eu des flashs, des trucs comme ça. Bon. Et en fait, je me mets la pression pour retrouver une vie normale, vite. Et en fait, je crois que j'en suis pas capable tout de suite. T'as quand même, t'as passé une épreuve. Ouais. Je veux dire, moi, après, je veux pas que. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de les passer comme ça, je pense, j'imagine. Tu vois? En fait, c'est bizarre parce que pendant cette année scolaire de traitement, je trouve que j'ai un peu considéré mon cancer comme si c'était une grosse grippe. Tu vois, une maladie, oui, c'est handicapant, c'est pénible, mais... Là, t'as la retombée. Ouais. Et après, en fait, maintenant, je réalise que c'était chaud, en fait. Waouh, ce que tu dis. En fait, c'était des traitements lourds. Ouais. Mais je pense que c'est quand on vit des épreuves dures que quand t'es dans l'épreuve, en fait, tu te dissocies un peu pour passer le truc. Et après, quand t'as passé, tu te dis... Ah, quand même. Ouais, tu regardes en arrière et tu te dis... en tout cas, moi, tu sais que je t'admire. Non, mais sincèrement, je vais pas pleurer encore. Si tu pouvais... Attends, je me calme. Si tu pouvais t'adresser à la Laetitia d'avant, que lui dirais-tu aujourd'hui? C'est ma dernière question. Bon courage. Je lui dirais bon courage. Non, je lui dirais... je lui dirais que ça va aller. Je lui dirais avec la maladie, je suppose avec toute épreuve dure, tu perds un peu d'insouciance, tu as l'impression encore plus rentrer dans un âge adulte pas très rigolo. Donc je lui dirais garde un peu de ton insouciance, de la joie de vivre de jeune adulte, d'enfant, de jeune adulte. Garde ça et garde-le dans ton cœur, et dès que ça va pas, tu ressors cette petite amulette en te disant qu'il y a plein de choses belles dans la vie et qu'il faut rester positif. Donc garde ton optimisme. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. Merci toujours. vraiment. Et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, peut-être qu'on n'a pas abordé, ou quelque chose à dire? Est-ce que j'aurais envie de rajouter quelque chose? Peut-être que qu'on apprécie vraiment. Si tu veux, il y a un truc que ce cancer m'a appris, c'est que s'il y avait que du soleil, on se rendrait pas compte qu'il y a du soleil. On se rend compte qu'il y a du soleil parce qu'il y a aussi de l'ombre. Bon, c'est la vie. Il y a du soleil et il y a de l'ombre, et il faut l'accepter. Et si tu es dans une phase d'ombre, n'oublie jamais que de l'autre côté de cette montagne, il y a du soleil. Et à l'inverse, quand tu es dans une grande phase de soleil, profites-en à fond. Tu sais qu'il y a de l'ombre qui peut arriver, mais voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.